Bienvenue à tous dans Afrique Presse. L'actualité en débat sur RFI et TV5 Monde avec Denise Epoté, TV5 Monde, Vincent Hugeux, l'Express, et puis Fanny Pigeot, journaliste indépendante, auteure de France Côte d'Ivoire, une histoire tronquée, une enquête très documentée sur les origines et les ressorts de cette crise post-électorale de 2010-2011 qui a opposé l'ex-président Laurent Gbagbo et son successeur Alassane Ouattara. On en parle après les deux sujets de la semaine. Autrement dit, le Burkina Faso, où le général Gilbert Diendéré a rendu le pouvoir juste une semaine après son coup d'État contre les institutions de la transition. Et puis la Côte d'Ivoire, secouée ces dernières semaines par une sorte de vent de contestation à l'approche, bien sûr, de la présidentielle du 25 octobre. D'abord, l'illustration du sujet sur ces événements du Burkina Faso par Nicolas Georges de TV5 Monde. C'est désormais officiel, Michel Kafando est rétabli dans ses fonctions à la tête du Burkina Faso lors d'une cérémonie en présence de nombreux chefs d'État. C'est le cas également de l'ensemble de son gouvernement. Lors de cette cérémonie, Michel Kafando rappelle son objectif primordial, l'organisation d'élections démocratiques. La réaction populaire, et en particulier celle de notre jeunesse militante, la réprobation de la communauté internationale, la condamnation unanime de ce coup d'État conforte notre certitude que nous sommes sur la bonne voie et que notre cause est juste. Michel Kafando avait été renversé le 17 septembre dernier par un coup d'État mené par le régiment de sécurité présidentielle, une unité d'élite de l'armée burkinabé proche de l'ancien président Blaise Compaoré. Le chef des putschistes, le général Gilbert Diendéré, a confirmé que le putsch était terminé. Il a même regretté cette tentative de coup d'État. Et si le retour de Michel Kafando est désormais acté, le Burkina Faso est encore loin de la sortie de crise et de nombreuses questions cruciales restent sans réponse après ce putsch raté. Voilà, Denise Epoté, les dirigeants de la transition, le président Michel Kafando, son premier ministre Isaac Zida ont tous recouvré leurs fonctions ce mercredi. Fin de partie donc pour le général Gilbert Diendéré, le chef des putschistes et de cette éphémère junte du Conseil national pour la démocratie qui subit là, Denise, comme on dirait en langage militaire, un revers en race campagne. C'est vrai, mais je pense que le signal avait déjà été donné le 31 octobre dernier. La jeunesse avait clairement fait comprendre qu'elle ne voulait plus du CDP et du RSP, qui sont les deux créations de Blaise Compaoré. Elle en a assez de ces 49 années de régime militaire. Elle veut passer à autre chose. Et le changement passe peut-être par le MPP, qui est une faction du CDP, puisqu'il y a eu cette scission en janvier 2014. Et le coup d'État du 17 septembre est seulement la traduction de cette volonté de cette guerre fratricide qui oppose aujourd'hui l'ancien CDP et le MPP, parce que les gens du CDP sont persuadés que le MPP arrivé au pouvoir, il y aura une vengeance et ils seront écartés de la gestion des affaires. Mais je crois qu'il a été, de la part du Conseil national de la transition, ça a été une maladresse d'écarter les membres du CDP. Je ne pense pas que... On va y revenir. Alors Fanny, on aura entendu le président de la transition, Michel Kafando, expliquer pourquoi, en fait, en très peu de mots, pourquoi les militaires n'ont pas réussi leur coup. Parce qu'il y avait une mobilisation à l'intérieur du Burkina Faso, parce qu'il y avait aussi une mobilisation de la communauté internationale. Oui, je pense qu'il y a un certain nombre de questions qui restent encore à élucider, notamment quel a été le rôle d'un certain nombre de chefs d'État de la sous-région, dont on les a entendus. Il y a beaucoup de questions sur certains d'entre eux. Également sur le rôle d'Abidjan, puisqu'on sait que le RSP, qui est donc une émanation de Blaise Compaoré, a gardé jusqu'à, en tout cas très récemment, Alassane Ouattara, le président de Côte d'Ivoire. Il y a vraiment des liens très forts entre Blaise Compaoré et les autorités actuelles en Côte d'Ivoire. Et là aussi, il va falloir essayer de comprendre ce qui s'est passé. On a vu que la réaction des autorités ivoiriennes a été très mesurée, voire absente. Elles ont parlé d'affaires intérieures. Et puis il y aura aussi une autre question à soulever et à essayer de comprendre, c'est que les autorités ivoiriennes, semble-t-il, étaient au courant de ce qui allait se passer, donc voilà, mais aussi
quel a été le rôle de Paris. On sait aussi que l'armée française est très proche du RSP, du général Diane Déré. Voilà, il y a beaucoup de choses qui font... effectivement, en passant au jeu, le rôle de Paris, il paraît que dans certains milieux, on aurait peut-être été informé de ce coup de force de Diane Déré. Les amis de Diane Déré ont-ils pesé dans le bon sens, celui de la dissuasion, si, ce qui n'est pas incongru, ils étaient informés de ses desseins? Je ne suis pas sûr de détenir la réponse à cette question. Ce putsch, c'est pour moi un anachronisme politique de collection. D'ailleurs, je l'avais baptisé dans un blog, l'Afrique en face, qui est hébergé sur le site de l'Express, le putsch vintage, car le rituel était antédiluvien. On retrouvait ces scènes de genre ineptes avec l'homme kaki lisant laborieusement un communiqué solennel et pompier, etc. À la télé, oui. La seule bonne nouvelle, au fond, là-dedans, c'est que cet anachronisme est incompatible avec les élans, certes brouillons, des sociétés civiles africaines, et singulièrement de celles incarnées au pays des hommes intègres par le ballet citoyen. Au fond, aujourd'hui, j'ai appris en écoutant la revue de presse de RFI ce matin, Diane Déré est devenu un verbe du premier groupe, qui signifie commettre le mal, puis s'esquiver. Car quand même, ce personnage qui adore à l'entendre, Saint-Cyrien, l'honneur, la dignité, les lits au carré, les talons qui claquent, etc., et les treillis aux plis millimétrés, a quand même livré un florilège qui, à mon sens, s'apparente à un bêtisier lorsqu'il a fait son mea culpa. Quand même. Ah oui. Le putsch est terminé, je cite, n'en parlons plus, mais parlons-en au contraire. Parlons-en. Et réfléchissons aussi aux questions qui n'ont pas été résolues par cet accord providentiel. Sous l'égide parfois ambiguë de certains pairs de la CEDEAO, avec quand même l'influence, à mon avis, bénéfique du roi des Mossi, donc l'ethnie majoritaire au Burkina Faso. Question, quid de l'amnistie? C'est ça, voilà, c'est justement... Quid, on l'a ébauché à l'instant... Du sort des ex-barons du régime. Mais oui, parce qu'au fond, la loi électorale, qui avait été, à mon sens, à juste titre, retoquée par la Cour de justice de la CEDEAO, elle était outrancière. Absolument. Elle était massive. Quid du cantonnement? Qu'est-ce qu'on fait? Dissolution ou pas? Vous avez des leaders de l'opposition burkinabé, qui n'ont pas tous fait preuve d'ailleurs d'une bravoure exceptionnelle au cœur de la tempête, qui maintenant réclament à corps et à cri sa dissolution. On en fait quoi de ces 1300 soldats d'élite? Voilà, alors est-ce que... Alors, question supplémentaire, Denise. Question supplémentaire, Denise, est-ce qu'il faut juger Diane Déré et ses comparses qui ont fait le coup? Oui, il faudra les juger. Mais c'est ce que la population burkinabé réclame. D'ailleurs. Mais je crois qu'il n'appartient pas aux autorités de la transition de prendre cette décision. Laissons le pouvoir qui sera élu au lendemain des élections présidentielles et législatives prendre la décision. Avec les ex-barons qui ont été rejetés, notamment du jeu électoral? Mais Vincent y faisait allusion tout à l'heure, et je le disais, ça a été une maladresse. Et la CEDEAO l'avait déjà condamné. Au lendemain de la révolution, enfin de l'insurrection du 31 octobre, on ne voit pas comment, un an après, les Burkinabés qui avaient massivement rejeté le pouvoir CDP auraient pu réélire à la tête du Burkina Faso un membre du CDP. Il fallait laisser le peuple trancher. Voilà, donc Fanny, il y a des problèmes en suspens. La CEDEAO a tenu un sommet extraordinaire à Abuja. Ensuite, une partie de ces messieurs, de ces dirigeants, sont allés au Burkina ce jeudi pour accompagner, je dirais, cette fin de partie du coup d'État. Est-ce que, selon vous, l'organisation sous-régionale ouest-africaine, avec Macky Sall, le Sénégalais à sa tête, est-ce que l'organisation a véritablement joué sa partition dans cette crise? On l'avait vu absente en Côte d'Ivoire, ou en tout cas manipulée, mais est-ce que là, sur le cas ivoirien... Elle avait joué un rôle en Côte d'Ivoire, justement. Effectivement, elle avait été manipulée. Enfin, elle suivait clairement les desiderata de Paris à l'époque. C'était pareil pour l'Union africaine, malheureusement. Mais là, on peut se poser des questions, encore une fois. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quel a été le rôle de quelques chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest pendant ces quelques jours? Et il y a des questions qui sont posées, je sais, par un certain nombre de gens, de citoyens, que ce soit au Burkina, au Sénégal, enfin voilà, il y a des questions. Vincent, il y a une dimension géopolitique. Sur la partie, le rôle de la CEDEAO. Précisément, il y a dans cette crise une dimension géopolitique qui peut éclairer aussi les palinodies apparentes de Paris,
et de certains chefs d'État. Gilbert Diendéré est l'homme de confiance des services de renseignement français et américains. N'oublions pas que Ouaga, c'est la base arrière des forces spéciales françaises engagées dans le dispositif Barkhane. 200 hommes. Or, Diendéré passe à juste titre pour un caïd du renseignement, et ce depuis un certain nombre d'années. Et il était resté, en dépit de la déchéance de son mentor et ami Blaise Compaoré, il était resté le contact privilégié et des Américains et des Français. Et ça a pu contribuer à brouiller les écrans radars que l'on essaye de décrypter ensemble. Voilà, un dernier mot, Denis. Je voulais dire que dans le camp au sein de la CEDEAO, il y a deux camps. Les chefs d'État qui sont redevables à Blaise Compaoré, et on sait qui c'est, on ne va pas les citer ici, et puis ceux qui ne le sont pas. Et on voit pourquoi à Abuja, l'accord a été retoqué. Voilà donc affaire à suivre à propos du Burkina Faso. Afrique Presse se poursuit sur RFI et TV5 Monde. On passe à la Côte d'Ivoire, Denise. Le pays a été confronté donc ces dernières semaines à des troubles. Alors que se profile cette élection présidentielle du 25 octobre, des manifestations ont dégénéré, notamment dans l'intérieur du pays, avec des morts. Les manifestants, entendez, Denise, contester l'illégalité constitutionnelle de la candidature du président sortant, Alassane Ouattara. Alors, est-ce qu'on est face à un retour de l'ivoirité dans le débat public, ou bien est-ce que véritablement cette candidature du président sortant est constitutionnellement contestable ? Je ne saurais pas me prononcer parce que là, je crois que Laurent Gbagbo avait déjà tranché en 2010 sur la candidature d'Alassane Ouattara. De manière exceptionnelle. Exceptionnelle, il faut le rappeler. Mais je crois que le débat est brouillé aujourd'hui parce qu'il y a eu dans le camp des partis politiques qui soutenaient Alassane Ouattara en 2010, notamment au sein du RHDP, une scission. Absolument. Avec notamment Charles Konan-Banny, ancien Premier ministre, Amara Issi, ancien ministre des Affaires étrangères, mais également le chef des jeunes PDCI, KKB. Et je crois que c'est pour ça qu'aujourd'hui, le débat est un peu biaisé. Parce que en 2010, on avait deux camps qui s'affrontaient, le RHDP face au FPI. Aujourd'hui, il y en a presque trois, parce que tout le RHDP n'est pas derrière Alassane Ouattara. Fanny, donc vous qui venez de publier cet ouvrage sur la Côte d'Ivoire, avec toujours d'ailleurs en arrière-plan cette crise post-électorale 2010-2011, est-ce que cette légalité de la candidature du président sortant, la contestation de cette légalité dans la rue vous paraît fondée ou pas ? Il est évident qu'il y a un problème sur la nationalité d'Alassane Ouattara et que c'est pour cette raison que Laurent Gbagbo avait pris ce décret exceptionnel qui l'autorisait à se présenter pour l'élection de 2010. Donc la question est toujours là. D'ailleurs, c'est Amara Issi qui a déposé un recours auprès de la Cour constitutionnelle qui a été retoqué. Mais bon, voilà, la question est là. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est que si aujourd'hui il y a des manifestations qui se finissent mal, il faut rappeler que pendant ces 4-5 dernières années, l'opposition ne pouvait absolument pas manifester. C'était impossible. La violence était telle en face que elle n'avait absolument pas le droit de s'exprimer. Donc une limitation des libertés publiques, une restriction. Complètement. Et aujourd'hui, la parole se libère un peu du côté effectivement de Charles Konan-Banny. On ne les a pas beaucoup entendus pendant ces 5 dernières années. Pourtant, il y a eu des violations des droits de l'homme. Peut-être parce qu'ils croyaient au processus de réconciliation. Alors, on les laisse... c'est eux qui ont jugé de ne pas parler ou pas. Enfin bref, ce qui est évident, c'est que la situation est très tendue depuis 2011. On ne peut pas ne pas le dire. Soyons clairs, si l'on lit l'article 35 de la Constitution ivoirienne, est éligible celui qui est ivoirien d'origine, né de père et de mère ivoiriens d'origine, et qui ne s'est jamais prévalu d'une autre nationalité. Ce qui, effectivement, si on s'en tient à la stricte interprétation du droit, pose problème dans le cas d'Alassane Ouattara. Alors, cela dit, le président du Conseil constitutionnel, qui se trouve, le hasard fait bien les choses, être un proche de Ouattara, puisqu'il a été en quelque sorte son conseiller juridique à l'époque où le futur président était reclus à l'hôtel du Golfe d'Abidjan. Et que l'ancien a claqué la porte. Et l'ancien, donc le respecté Francis Vaudier, constitutionnaliste connu, lui, au prix d'ailleurs de quelques acrobaties casuistiques et institutionnelles, fait une lecture souple de ces modalités constitutionnelles. Cela posé, ça nous incite à songer aux réminiscences régressives dont nous sommes les témoins aujourd'hui. Car au fond, l'un des enjeux pour Alassane Ouattara, c'est de passer au premier tour. Absolument. On se souvient du un coup KO
cher à Gbagbo et aux siens en 2010, eh bien, la formule d'Ioula, qui est, je crois, Takakole, qui dit exactement la même chose, c'est gagner au premier tour. L'ennui, c'est que on retrouve des syndromes assez inquiétants en termes de confiscation du pouvoir. Quand on regarde un journal de la RTI aujourd'hui, on rajeunit de 25 ans. Quand on lit les unes de Fraternité Matin, les bras vous en tombent. Hein, c'est la célébration d'émergence. Et puis il y a un autre phénomène, et je terminerai là-dessus, qui est celui endémique et même croissant de la corruption. Il y a quand même une haute autorité de la bonne gouvernance qui a publié récemment un rapport assez courageux où elle parle de gangrène, où elle dit que ce phénomène est devenu la norme et non pas l'exception, et que c'est le principal frein au développement. Alors quand on parle de bilan du premier mandat Ouattara, quand on évoque un taux de croissance qui oscille entre 8 et 10%, c'est très joli. Côte d'Ivoire émergente. Mais on le sait, le taux de croissance n'a jamais nourri son homme et ça ne suffira pas à, me semble-t-il, emporter l'adhésion. Alors revenons sur les aspects concernant, Denise, les restrictions de liberté que dénonce l'opposition, notamment les candidats opposés à Ouattara, qui seront opposés à Ouattara le 25 octobre, c'est l'accès aux médias, l'accès équitable aux médias. Et d'ailleurs, il y a une marche qui est prévue la semaine prochaine. Qui est prévue la semaine prochaine. Votre constat à ce sujet? Oui, c'est regrettable parce que Alassane Ouattara ayant lui-même été opposant et ayant subi ce genre de restrictions, on aurait pu penser aujourd'hui qu'il ne les applique pas à ses adversaires politiques. Ouais, c'est regrettable. Alors, 10 candidats seront sur la ligne de départ, Fanny, de cette présidentielle ivoirienne. Au niveau des partis politiques, ce n'est pas forcément le consensus, puisque la candidature d'Afin Guessan au FPI, le parti fondé par Gbagbo, ne fait pas consensus. Du côté du PDCI, où Henri Konan Bédié, le chef du parti, avait appelé à voter Ouattara, ce n'est pas non plus le consensus. Il y a 3 candidats dissidents, dont Amara Essi, dont Charles Konan Bani. Bref, le jour de la grande réconciliation promise par Alassane Ouattara n'est toujours pas là. Non, et puis c'est employé à diviser l'opposition. Il faut aussi le souligner. Toutes ces dernières années, le FPI s'est petit à petit déchiré et entre-déchiré. Et c'est le résultat aussi d'une manœuvre politique qui venait du pouvoir. Et puis, oui, c'est intéressant de constater que des anciens alliés de Ouattara, comme Charles-Henri Konan Bani, Kakabe, aujourd'hui se démarquent complètement et disent des choses. Je crois que c'est Konan Bani qui a dit récemment que la Côte d'Ivoire était en grand danger. Oui, effectivement, elle est en grand danger. Il y a beaucoup. Alors, ce grand danger pourrait aller jusqu'où, Vincent? Il y a eu quand même des affrontements meurtriers à Gagnoa récemment, autour justement d'une manifestation d'accrochage liée à cette question de l'éligibilité d'Alassane Ouattara. Là-dessus, je crois qu'on peut quand même vider la querelle. Il est assez difficile de contester à un président sortant qu'il est devenu, avec l'aval de son rival, la légitimité de se présenter. Mais il pourra lui-même signer un décret en disant « j'autorise Alassane Ouattara ». Je le souligne uniquement pour témoigner du fait que les braises sont là, qu'elles sont chaudes et qu'il ne manque pas dans le personnel politique ivoirien de gens prêts à souffler dessus. Objectivement, Ouattara est le favori, notamment parce que ces opérations de fragmentation et de division de l'opposition ont merveilleusement réussi, jouant sur les tropismes bien connus du personnel politique abidjanais. Fanny? Et pas seulement, il faut rappeler que la commission électorale indépendante a gardé exactement le même schéma qu'en 2010, c'est-à-dire qu'elle est acquise à Ouattara. C'était le cas en 2010. 13 sur 17. 13 sur 17. On ne l'a pas dit en 2010, mais c'était le cas aussi. Et puis il y a aussi, cette fois-ci, la Cour constitutionnelle qui lui est acquise aussi. Donc les 2 organes principaux du processus électoral lui sont acquis. Voilà, il y a un problème là aussi sur les conditions de l'élection qui va être. Et la communauté internationale fait preuve de cécité, en tout cas pour l'instant, Denise Epoté. On sent quand même aussi bruire le vent mauvais du communautarisme en Côte d'Ivoire, entre les Dioula et les autres. On accuse, il faut dire le mot, le pouvoir actuel d'avoir carrément accaparé un certain nombre de leviers au bénéfice de cette communauté. Oui, c'est vrai que c'est une critique qui a été faite dès le début du mandat d'Alassane Ouattara, mais lui-même avait donné une explication en disant qu'ils avaient été marginalisés pendant très longtemps. Aujourd'hui, on leur rend justice. Du rattrapage. Oui, Vincent, à propos, donc... oui. Est-ce que ça peut basculer véritablement dans un déchirement ethnique ou ça restera d'ordre politique d'abord? Je veux croire que le traumatisme profond de la crise post-électorale, l'estimation la plus largement admise, c'est quand même 3000 morts au moins, va en fait retenir les chevaux du malheur. C'est-à-dire qu'il y a quand même chez les Ivoiriens la conscience de cette vulnérabilité. C'est-à-dire le complexe de supériorité
qui a très longtemps marqué le pays des éléphants par rapport aux voisins, la religion de la paix, le fouettisme triomphant et indétrônable, etc. Tout ça, c'est terminé. Ils ont bien compris qu'ils étaient aussi vulnérables que d'autres à ces vents mauvais que vous évoquiez. Mais il y a effectivement des foyers de tension qui sont de nature ethnique, qui sont de nature sociale, puisqu'encore une fois, une croissance qui n'est pas partagée n'apaise pas les frustrations. Et je crois que tous ces gens qui prétendent briguer les suffrages de leurs compatriotes devraient être conscients du risque qu'il y a, et encore une fois, le pays en a payé le prix, à jouer avec ces concepts, certes mobilisateurs, d'une grande efficacité à court terme en termes électoraux, mais dont les conséquences sont évidemment désastreuses pour le pays. Et puis enfin, Denise, Alassane Ouattara termine son mandat, Gbagbo attend son procès à La Haye, mais dans son camp, personne n'a jamais été judiciairement inquiété donc, dans ces 3000 morts de la crise post-électorale. Justement, c'est un des arguments qu'avance un des candidats dissidents du PDCI, Charles Konan-Banny, en disant que la réconciliation nationale ne s'est pas faite. Pareil, c'est le même discours qu'on entend dans le camp du FPI, et c'est pour ça que Laurent Gbagbo, bien qu'étant absent physiquement dans cette élection, va quand même peser, parce que les partisans du FPI exigeaient sa libération avant cette élection de 2015. Voilà, dans les dernières minutes de cette émission, Fanny, on va parler de votre livre, France-Côte d'Ivoire, donc une histoire tronquée, une enquête très fouillée sur les origines et les ressorts donc de la crise post-électorale ivoirienne de 2010, crise qui a opposé l'ex-président Laurent Gbagbo et son successeur Alassane Ouattara. Une histoire qui mêle étroitement la France et la Côte d'Ivoire, comme l'indique le titre, une histoire tronquée aussi, annoncez-vous. Pourquoi tronquer et pourquoi justement cette présence française, cette implication française? Tronquer parce qu'il y a, quand on retrace les faits depuis le début, et moi je suis revenue vraiment 20 ans en arrière, donc j'ai vraiment repris le fil de l'histoire, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de contre-vérités qui ont été dites sur cette histoire ivoirienne, au sujet de l'élection de 2010, ensuite de l'intervention française et de l'ONU. On a expliqué que c'était pour des raisons humanitaires que l'ONU et la France bombardaient Abidjan, c'était pour toute autre chose. La France garde un certain nombre d'intérêts politiques, militaires, économiques en Côte d'Ivoire, et elle n'a visiblement pas l'intention de s'en séparer. Voilà, on sent effectivement dans ce bouquin, à travers d'ailleurs les événements qui se sont succédés, le rôle de cette force militaire française licorne sur place, parallèlement au rôle de l'ONU, où le représentant du secrétaire général tentait de freiner des cas de fer, mais il était toujours contourné, soit à New York, etc., et à chaque fois par la diplomatie française. Et alors, comment expliquer finalement que l'affaire ivoirienne ait été perçue à Paris comme une affaire de sécurité nationale, comme une histoire profondément française avant tout, comme une sorte de défense des intérêts français au fond? Mais quand on entend le discours des officiels français, mais aussi des médias, on se rend compte qu'il y a effectivement un lien très important, mais aussi, je pense, un rapport qui reste profondément colonial. Et la Côte d'Ivoire reste un territoire français quasiment. Enfin, il y a vraiment, quand on décrypte, on arrive à cette conclusion. Denise Epoté, une question ou un commentaire à propos du bouquin de Fanny? Moi, je voudrais revenir sur l'attaque de Bouaké. Rapidement, oui. Très rapidement, parce qu'effectivement, grâce à votre livre, on a un éclairage plus précis sur ce qui s'est vraiment passé à Bouaké, et qui n'était donc pas une attaque de Gbagbo, mais plutôt une légitime défense de Gbagbo, parce que c'est lui qui a été attaqué. Oui, en 2004, l'armée ivoirienne a essayé de reprendre le contrôle de ce territoire qui était contrôlé par les forces nouvelles de l'époque. Et voilà, on a effectivement dit que des avions ivoiriens avaient bombardé une position de l'armée française. Visiblement, ce n'était pas voulu, en tout cas, par Laurent Gbagbo. Et l'enquête de justice qui est toujours en cours fait parler un certain nombre d'officiers qui mettent en cause, non pas Abidjan, mais font tourner les regards vers Paris une fois de plus. Vincent ? Une question très simple et très courte. À la faveur de vos recherches, est-ce que vous avez pu établir quel était le score véritable de l'élection présidentielle de 2010. C'est très intéressant parce qu'en réalité, on se rend compte que les chiffres ont été truqués dès le premier tour. Henri Bédier. Je me mélange. Henri Konan-Bédier.
Bédier était en réalité sans doute 3e, il l'a dit d'ailleurs il y a quelques années, et on a fait passer Ouattara en seconde position. Donc dès le premier tour, les chiffres étaient en fait, c'est truqués. Bédier qui était en deuxième position. C'est l'inverse. Bédier était en deuxième, et on l'a fait passer 3e, Ouais. pardon. Voilà, je mélange. Et puis par la suite, mais tout a été truqué aussi pour le second tour, c'est évident. Et puis personne ne peut contester le fait que le vote dans toute la région contrôlée par les forces nouvelles n'a pas pu se dérouler correctement. Voilà, il y a un certain nombre, tout est dans le livre, mais... Voilà, absolument, tout est dans le livre. Merci Fanny Pigeaud, merci Denise Epoté, merci Vincent Hugeux. Ce livre France-Côte d'Ivoire, une histoire tronquée, est paru aux éditions Vent d'ailleurs. On peut le trouver dans les bonnes librairies, également en Côte d'Ivoire, Fanny? On peut le trouver en Côte d'Ivoire, oui. Voilà. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Vous pouvez retrouver cette édition sur les sites internet de RFI et de TV5 Monde. Merci de votre fidélité à Afrique Presse.